Ce quartier animé, sillonné comme tant d'autres par les taxis-fourgonnettes jaunes, révèle une toute autre particularité. Cela veut dire la rue des Antiquaires. Pourquoi ce nom? Jadis, d'innombrables échoppes et petits artisans travaillaient ici sans relâche autour d'une fabrique de tuiles vernissées aujourd'hui disparue. C'est devenu une rue piétonne où se sont installés de nombreux antiquaires et boutiquiers en tout genre, un endroit idéal pour le shopping. Les lavis à l'encre de Chine délayés sont d'une grande habileté. Ils sont peints sur de la soie ou du papier. L'art chinois brille par ailleurs avec le jade, la laque, l'ivoire, la porcelaine, etc. Il s'agit ici des mots cloisonnés sur des supports en bronze ou en cuivre. Des fils de cuivre coïncident avec le dessin. On obtient ainsi un motif en relief dont chaque élément est soudé sur l'objet à décorer. Cette technique, d'origine orientale, connaît son apogée au XIVe et XVe siècle. De l'atelier de soudure des motifs, on passe à celui des couleurs. La peinture remplit les creux entre les reliefs obtenus par les fils de cuivre. Les motifs ainsi incrustés émaillent l'objet décoré de couleurs intrinsèques du plus bel effet. La visite des ateliers se conclut inévitablement par celle d'une exposition-vente. Les plus grosses pièces atteignent jusqu'à 30 000 francs. On craque en se rabattant sur des petits vases vendus quelques centaines de francs. Rares sont ceux qui sortent les mains vides. Quoi qu'en disent les guides touristiques, hormis ses vestiges impériaux, Pékin reste une ville plate, ici dominée par 2 tours, dont voici la première, qui abrite aujourd'hui une bibliothèque pour enfants. Nous sommes dans la seconde tour. De curieux tambours lui donnent son nom. Au XVe siècle, on y tambourinait les heures. La tour est reconvertie en centre culturel. Ces miradors de la Chine impériale sont devenus d'inoffensifs belvédères. En bas,
On est submergé par les choux. Toute la ville en mange. L'agglomération s'étend à perte de vue, sans harmonie particulière. Mais les rues sont très vivantes. Allons voir tout cela d'un peu plus près. C'est une multitude de petits détaillants avenants, mais gare aux estomacs délicats. Coupée en lamelles, cette viande de mouton sera par exemple plongée dans un bouillon avec des nouilles de riz et bien sûr du chou. Cette soupe typique s'appelle la marmite mongole. Le moment est venu de vérifier la saveur des menus chinois. Suivons donc le chou. L'organisation a prévu une halte chez l'habitant. C'est apparemment du tout venant, dans une de ces maisonnettes sans étage qui pullulent à Pékin. Ce n'est pas vraiment le luxe, mais l'accueil est chaleureux. Les visiteurs sont inquiets, moins à cause de l'utilisation facultative des baguettes qu'à cause du menu. Passe encore pour les nids d'hirondelles, mais le ragoût de chien en sauce. On n'a rien mangé de tel. Ces crêpes fourrées sont un régal. À partir d'une quinzaine de plats à base de porc sucré, de poulet croquant, de bœuf braisé, de nouilles au sésame et autres pommes caramel, les variantes vont à l'infini. Ah, les raviolis sont aussi une spécialité pékinoise. Et comme la confiance règne, il n'y a aucune raison de les bouder. La barrière linguistique ne favorise guère la conversation, mais le courant passe, le temps d'un sourire. J'y arriverai ou je n'y arriverai pas? Ça c'était enregistré ça. Changement de décor. Nous sommes chez une présidente honoraire de Chine, aujourd'hui disparue, et vénérée pour ses bienfaits. Il est interdit de photographier quoi que ce soit une fois la porte franchie. Nous avons un peu désobéi. Nos hommages, chère madame. Promue au rang de musée, cette sorte de demeure, tranquille et spacieuse, constitue le rêve inaccessible de la plupart des Pékinois. On n'est pas venu à Pékin pour voir ça, mais puisqu'on est là. C'était jadis un jardin impérial. Les temps ont bien changé. Les pandas sont, en Chine, de gros nounours mythiques. Ils sont menacés d'extinction. Ceux-là ont leur dîner assuré. Ce canal offre un cadre décent aux palmipèdes.
Mais dès qu'on s'en éloigne, le sort des 5000 animaux du parc zoologique n'a rien d'exaltant. Les bêtes s'ennuient. Le jour, dans la plupart des grandes artères, Pékin est un marché permanent. On trouve les produits courants sur des petits étalages de fortune. Acheteurs et vendeurs ont à peu près les mêmes statuts. Les pluies et brouillards ont toujours quelque chose à vendre. Ils trimballent partout une échoppe roulante que l'on retrouve la nuit. La ville se transforme alors en un vaste fast-food. Oh, c'est pittoresque, mais toujours pas recommandé aux estomacs fragiles. Le touriste se laissera plutôt séduire par les enseignes lumineuses. C'est plus cher, mais bien meilleur. On trouve jusqu'à 100 mets différents, dont les fameux ailerons de requin et la soupe de nid d'hirondelle. Voici le fameux canard laqué, et donc doré avec du sucre. Pas question d'avoir une cuisse entière. C'est tout coupé en lamelles, roulé dans des crêpes de riz ou bourré dans des petits pains creux avec du chou, de la ciboulette, etc. Bon appétit! Les Occidentaux commettent souvent l'erreur de se gaver dès le début du repas. Ils ne peuvent goûter à tout. Bon, tu fais tout cuire là. Voilà, ça ici. Voilà. Et puis il y a la fameuse marmite mongole, un drôle de pot-au-feu avec du mouton. On excusera l'approximation des images, filmées à bout de zoom du fond de la salle, sans aucune aide technique. Le théâtre est bondé, et on n'a malheureusement pas toujours les meilleures places. C'est une curiosité assez déroutante pour les Occidentaux. En simplifiant, on retrouve l'éternelle confrontation du bien et du mal. Une fille effrontée est réprimandée par son père vertueux. Chaque geste est chargé d'un sens qui nous échappe. Mais le spectacle est flamboyant.
C'est à la fois du théâtre et du cirque, mais surtout l'émergence de traditions ancestrales. Encore une fois, 1000 excuses pour ces images de piètre qualité. Mais quoi, elles viennent tout de même du théâtre de Pékin.